Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des outils de la compliance et du devoir de vigilance. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question des outils liés au devoir de vigilance et donc des programmes de conformité, puisque le devoir de vigilance est conçu, la loi française sur le devoir de vigilance précise que la démarche doit avoir un certain nombre d'étapes qui sont ressemblantes avec les programmes de conformité dans les entreprises et notamment le programme de conformité de anticorruption lié à la loi Sapin 2. Donc c'est une approche par les risques avec en premier lieu une cartographie des risques, mais aussi des évaluations des tiers, donc considérés à risque, des réponses évidemment de gestion des risques, un mécanisme d'alerte, de recueil et de signalement et des dispositifs de suivi. Et donc, on voit dans les entreprises, et je vous renvoie aussi à un podcast que j'avais fait avec Xavier Hubert, donc le directeur éthique et compliance d'Engie, sur ces questions de la conformité. Donc, on voit dans les entreprises que les directions conformité ont récupéré dans un certain nombre de cas ces questions du devoir de vigilance et cherchent à voir comment pouvoir mutualiser finalement les différents programmes de conformité tout en gardant la spécificité vigilance. Et c'est aussi un enjeu qui est mis en avant par la société civile au regard de la future directive européenne sur le devoir de vigilance, donc qui avertit, si je puis dire, du risque de tomber dans ce qu'on appelle des approches tick the box et des approches qui ne soient pure conformité et qui ne permettraient pas de remplir l'objectif donc de prévention lié aux enjeux spécifiques, droits humains et environnementaux, et donc au devoir de vigilance. Donc l'idée d'aujourd'hui est de parler un peu des outils de conformité qui sont à disposition pour les entreprises et de voir leurs spécificités, s'ils peuvent ou non être adaptés au devoir de vigilance, donc par les entreprises. Alors pour parler de cela, je suis ravie d'accueillir ma consoeur, donc Solène Sfogia, qui est avocate contentieux et éthique des affaires donc au barreau de Paris, dans le cabinet Norton Rose. Bonjour Solène. Bonjour Charlotte, merci beaucoup pour ton invitation. Mais de rien. Donc tu es donc spécialiste, tu accompagnes donc aussi les entreprises donc dans leur l'établissement, si je puis dire, la mise en œuvre de leur programme de conformité. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire qui est concerné, ce que tu vois et l'intérêt du sujet aujourd'hui dans le cadre du devoir de vigilance? Alors en effet, je pense que c'est une question importante de se demander pourquoi on parle de droits-outils aujourd'hui en matière de droits humains. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a... on entend beaucoup de choses sur les législations, devoir de vigilance, la nouvelle législation au niveau européen qui est en train d'être discutée, les législations Green Claim, CSRD, etc. C'est encore très abstrait pour une majorité de personnes. On est un peu dans une nébuleuse, il faut le dire, pour beaucoup de gens. Et beaucoup de personnes pensent que c'est réservé aux grosses entreprises. Pour moi, les outils droits humains, c'est quelque chose de manière plus générale en compliance, en anticorruption aussi et sur d'autres sujets, c'est quelque chose que l'on utilise au quotidien et l'intérêt, c'est de vraiment traduire de façon opérationnelle, de façon pratique, de façon très claire, des législations pour les intégrer pleinement à la vie de l'entreprise. Donc il y a deux niveaux qui sont particulièrement intéressants. Pour les grands groupes, évidemment, puisque ça leur permet de déployer des programmes de conformité au niveau global, mais aussi au niveau de l'ensemble de leurs filiales, de leurs entités, de leurs opérations, de manière très pragmatique. Et puis aussi au niveau des plus petites entreprises qui n'ont pas forcément les ressources des gros groupes sur ces sujets-là, mais qui veulent quand même se protéger, qui veulent protéger leurs parties prenantes, qui veulent prévenir ces risques et qui peuvent mettre en place des choses très simples, très pragmatiques sur ces sujets. Alors justement, quels sont finalement, comment construire des outils vigilance en pratique? Quelles sont les spécificités d'un programme dit de conformité droit humain? Et comment ne pas tomber dans des approches tick the box Alors la première question à se poser pour moi, il n'y a pas une seule méthodologie évidemment, c'est de se demander quels sont les objectifs et les besoins
dans la mise en place de cet outil. Donc ici, on va se poser la question pourquoi on veut mettre en place un outil et surtout pour qui, à qui on s'adresse, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les sujets de droits humains, ça concerne énormément de personnes dans l'entreprise, et donc il faut bien avoir en tête quelle est notre cible, quel est le langage que cette cible parle et quels sont les processus existants, quelles sont leurs manières de fonctionner. Donc c'est vraiment cerner le besoin. Le deuxième point, ça va être de bien identifier le référentiel légal applicable. Donc la loi sur le devoir de vigilance en France, mais de plus en plus un certain nombre de législations aussi au niveau européen et au niveau local peuvent être prises en compte, puisque l'outil droits humains va vraiment avoir vocation à traduire ces législations pour qu'elles puissent être mises en pratique par les différentes populations dans l'entreprise. Le troisième point, ça va être la gouvernance. Donc on va se demander qui va être responsable de la mise en place de cet outil, qui va être impliqué, quels vont être les délais. Évidemment, il va y avoir une question de ressources et de budget pour pouvoir cerner un petit peu ce qui va pouvoir être fait. On va pouvoir faire quelque chose de très artisanal ou à l'inverse, aussi s'appuyer sur des solutions existantes, peut-être même développer des outils informatiques en interne. Ça va dépendre de ce cadre-là. Donc ça, c'est vraiment le cadre à poser. Après, il y a pour moi un point essentiel à garder en tête, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit son objectif, ça va être de fonctionner en mode projet, c'est-à-dire vraiment mettre en place un premier outil en s'appuyant sur ses parties prenantes, puis le tester avec ses parties prenantes, être capable de l'ajuster, de le faire fonctionner, de prendre le retour d'expérience en compte pour arriver à un outil qui fonctionne vraiment et qui soit réellement utilisé et qui soit pas juste quelque chose de justement tick the box ou quelque chose de très lourd pour les gens qui l'appliquent. Donc ça, c'est particulièrement important. Et pour vous donner un petit peu les spécificités droits humains que j'identifie, puisque on va avoir la même méthodologie globale sur des sujets anticorruption. En droits humains, je pense qu'il y a 2 points importants, c'est que les sujets qui sont concernés sont extrêmement larges. On n'est pas uniquement sur l'anticorruption. On va aussi avoir de l'environnement, de la sécurité, de la santé, et puis plus largement tout ce qui est aussi tout ce qui a trait au droit du travail. Et donc, on va avoir besoin d'embarquer beaucoup de parties prenantes, avec des vocabulaires différents, des cultures différentes, avec des façons de travailler différentes. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte dans la mise en place des outils. Et le deuxième point qui est très positif à mon sens par rapport à l'anticorruption, c'est que aujourd'hui on a une liberté absolument folle sur ces sujets. On n'a pas de cadre, on n'a pas d'autorité qui va nous suivre. Ce qui compte, c'est vraiment l'efficacité. Et donc, sur les outils, et c'est ce que j'aime aussi faire avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on a toute l'attitude pour être créatif et pour vraiment s'adapter aux besoins de l'entreprise. Merci. Donc, on le voit, une diversité des acteurs, mais qu'on a déjà mis en avant, qui vaut pour toutes les étapes finalement de la démarche de vigilance, et pas de solution préconçue, mais plutôt l'intérêt de créer aussi des solutions un peu innovantes sur mesure pour précisément gérer ces enjeux qui restent nouveaux dans les entreprises. Et surtout accepter le mode projet et le fait de ne pas, parce que je le vois encore beaucoup, le fait de ne pas construire un outil en chambre avec la compliance, la RSE par exemple, et puis le lancer. C'est vraiment des outils qui doivent être testés avec un petit groupe, des ateliers de travail, testés sur un pays, testés sur un projet, améliorés pour pouvoir après vraiment fonctionner sur le long terme. Donc ça demande du temps, mais c'est aussi peut-être aussi l'occasion de sensibiliser aussi les différents acteurs dans l'entreprise. Et de les sensibiliser, de les embarquer, tout à fait. Les embarquer. Créer une culture de vigilance. Et alors, où en sont les entreprises aujourd'hui d'après toi? Donc sur ces questions d'outils de compliance droits humains, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Est-ce que ce sont les outils classiques qui sont adaptés, utilisés, ou enfin on en a déjà répondu, mais où ça nécessite vraiment de partir de zéro et d'en créer d'autres? Alors, on en est au tout début de la démarche sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup à construire. Le niveau de maturité en France est un peu moins bon sur ces sujets que sur l'anticorruption, par exemple, également sur les sanctions internationales. Donc, quel que soit le profil de l'entreprise, on est en
en train de créer, de s'améliorer, ça c'est certain. Je vais donner plusieurs exemples peut-être pour être un peu plus concrète pour les gens qui nous écoutent sur ce que ça peut recouvrir. Alors par exemple, une petite entreprise qui n'a pas énormément de temps, énormément de moyens, mais qui voudrait se lancer, qui aurait des partenaires à risque, qui seraient dans un secteur à risque et qui voudrait avoir une meilleure visibilité sur ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses partenaires. Quelque chose de très simple à mettre en place, c'est une petite boîte à outils d'évaluation des tiers, avec par exemple un questionnaire à remplir, que ce soit en interne ou en externe, une grille d'analyse des risques liés aux tiers. Ici, on peut très bien mettre en place uniquement un fichier Excel qui va nous calculer les risques automatiquement en fonction d'un scoring et de certains paramètres. Et puis un fichier de suivi des évaluations. Ici aussi, Excel marche très bien, où on va avoir les différents tiers plus ou moins à risque, les plans d'action qui sont mis en place et les choses à mettre en place pour chaque tiers à risque. Donc ça, c'est un exemple, c'est assez simple à mettre en place et ça peut faire une grande différence dans l'entreprise. Oui, et il sert à rien de faire des usines à gaz et vouloir tout couvrir tout le temps, surtout pas du pour tout. commencer. Exactement. Hein, ouais. Oui, exactement. Et ça peut tout à fait être intégré à ce que l'entreprise a déjà, à de l'anticorruption, mais aussi à de l'évaluation financière, sur la dépendance économique. On peut tout à fait intégrer ces sujets-là avec quelques questions en plus, quelques points de scoring, et c'est déjà très bien sur les droits humains. Un exemple sur une entreprise un peu plus importante, ça va être sur une démarche de cartographie des risques. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils, de solutions qui existent et on peut tout à fait envisager d'avoir un outil qui va nous calculer un périmètre de cartographie automatiquement à partir d'un certain nombre de données. Et puis, à partir de ce périmètre, l'outil va aussi pouvoir nous calculer un certain nombre de scénarios de risque, d'exposition au risque selon les zones géographiques, selon les activités de l'entreprise. Donc, ça, ce qui permet d'avoir une première base très rapidement sur la base de cet outil. Et puis ensuite, ce que j'aime bien, sur des grandes entreprises qui ont beaucoup de parties prenantes à impliquer, l'outil va permettre de demander à chaque partie prenante d'évaluer les risques qui les concernent directement dans l'outil et ça va pouvoir être consolidé automatiquement au niveau global. Donc ça nécessite déjà un certain niveau de maturité, c'est clair, mais ça permet vraiment de faciliter l'exercice de cartographie des risques, de gagner du temps et d'embarquer beaucoup plus de monde. Un dernier exemple pour finir et qui s'applique à la fois aux plus petites entreprises et aux plus grandes entreprises et que j'aime particulièrement, c'est le sujet des clauses compliance. On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont une clause unique, un peu standard et qui est copié-collé dans tous leurs contrats sans que ce soit vraiment fait de façon efficace ou réfléchie. Aujourd'hui, quelque chose qui marche très bien, c'est vraiment de donner les moyens aux juristes, aux acheteurs, de négocier, de comprendre ce qui peut être les leviers de négociation que l'entreprise peut avoir vis-à-vis de ses partenaires. Donc une clause compliance, pour vous donner un exemple, on peut la diviser en plusieurs tiroirs. Un tiroir d'obligation, donc qu'est-ce qu'on va demander, quels vont être nos non négociables vis-à-vis de l'entreprise. Donc ici, ça va être les législations à respecter, les programmes de conformité à mettre en place, les interdictions, etc. On va ensuite avoir un tiroir pour faire fonctionner l'entreprise, la clause. Donc quel va être le périmètre de notre clause ? Est-ce que c'est uniquement l'entreprise, le fournisseur ? Est-ce que c'est aussi ses sous-traitants ? Est-ce que c'est aussi ses intermédiaires ? Donc pour vraiment faire fonctionner la clause, et puis tout plein d'obligations d'information, voire même d'audit, pour s'assurer que la clause est bien respectée en pratique. Sans ces informations-là, la clause reste le plus souvent lettre morte. Et enfin, le dernier volet, pour schématiser, ça va être toutes les conséquences en cas de non-conformité à la clause. Donc à la fois, ça peut être des conséquences en termes de suspension des relations, en termes de résiliation, d'indemnisation. Et donc sur tous ces volets-là, on peut vraiment mettre en place un clausier avec des leviers de négociation, différentes possibilités de clauses qui peuvent être appliquées de manière beaucoup plus simple dans l'entreprise sans nécessairement créer d'usine à gaz. Si je peux finir pour les entreprises et les organisations qui aimeraient se lancer mais qui ne savent pas trop par où commencer, les conseils que j'aurais, il y en a deux. Le premier, c'est tout simplement de commencer avec une FAQ. Ça paraît très bête, mais aujourd'hui, simplement de mettre à disposition des personnes dans l'organisation une FAQ avec quelles sont les violations des 5 dernières années dans mon secteur,
quels sont les principaux risques qui me concernent en tant qu'acheteur, en tant que commercial dans mon secteur, et quels sont mes leviers de négociation. Ça permet déjà de planter une première graine pour que le sujet puisse évoluer en interne. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'aujourd'hui, il existe énormément d'outils gratuits en matière de droits humains qui sont publiés sur Internet. Donc il y a le Danish Institute pour les droits de l'homme, pour ne citer que lui, qui donne des boîtes à outils extrêmement complètes. Il y a aussi énormément d'outils qui sont développés dans le cadre de la nouvelle législation allemande sur la due diligence dans les chaînes d'approvisionnement. Et ça, c'est vraiment des bons points de départ pour déjà voir ce qui peut être fait et puis l'adapter après en interne. Merci Solène. Et moi, je compléterais aussi, mais tu l'as dit, c'est le besoin toujours quand même de revenir au résultat de la cartographie des risques, puisque ça reste une approche par les risques. Et si on prend l'exemple des audits, par exemple, ou des clauses, c'est-à-dire essayer de corréler et de jouer sur l'intensité, finalement, des attentes, des clauses, etc., par rapport aux risques qui ont été identifiés. Donc peut-être avec certains prestataires, aller beaucoup plus loin ou faire des clauses beaucoup plus spécifiques. Et utiliser la clause plus type pour des fournisseurs qui sont moins à risque ou voilà. Idem pour les audits. Moi, j'ai souvent des questions. Est-ce qu'il faut faire des audits RSE spécifiques? Pas nécessairement. Aussi des audits qui sont bien connus, qui sont déjà déployés. Je pense à des audits qualité ou des audits HSE. Et si on arrive à intégrer 2-3 questions sur les enjeux les plus à risque, ça peut largement suffire et c'est beaucoup plus rapide comme tu l'as dit. Merci pour tout. Peut-être une dernière question de prospective. Donc, toi, tu es avocate depuis un certain temps maintenant sur nos sujets. Est-ce que tu as vu de plus en plus de demandes des clients ou d'intérêt pour les clients, on va dire, sur les enjeux droits humains et devoirs de vigilance en général? Alors, j'imagine que oui, puisqu'il y a une loi, mais plus que ça, est-ce que tu dirais, par exemple, que l'année 2023 était l'année des droits humains ou et quels sont, selon toi, les grands enjeux à venir sur les prochaines années? Alors effectivement, je vois une vraie évolution cette année sur les droits humains, où on a beaucoup plus de demandes, d'accompagnement, effectivement de réflexion sur ces sujets, de préparation des législations qui arrivent au niveau européen. Donc pour moi, 2023, c'est un vrai tournant. Sur ces sujets, et j'espère que ça va continuer et que ça va irriguer pas seulement les grandes entreprises mais aussi les différentes organisations qui sont concernées, puisque et on le voit avec les premiers contentieux vigilance, c'est un sujet qui nous concerne tous et qu'on ne pourra pas construire uniquement avec les entreprises ou uniquement avec les ONG, les associations ou les autorités publiques. Donc je pense qu'on a tous besoin de participer à la construction de ce référentiel et les outils compliance en font partie. Merci beaucoup et donc nous nous retrouvons dans 15 jours pour un prochain podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.